Nos deux prochains conférenciers à venir nous présenter cette troisième partie portant sur le congédiement administratif, un outil méconnu. Kathleen Ullien est avocate à notre bureau de Montréal. Katie est diplômée de l'Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law. Durant ses études en droit, Kathleen a travaillé comme directrice du service de représentation étudiante à la clinique d'information juridique de McGill. Avec Patrick Glaude, associé chez Gahling WLG à Montréal, à ses côtés, il s'intéresse, de son côté, s'intéresse aux questions touchant la gestion des ressources humaines, les normes du travail, l'arbitrage de grief, le processus d'accréditation, la gestion de la discipline et du rendement et le congédiement. Il est souvent consulté pour des questions liées aux accords de non-concurrence et de non-sollicitation et à l'élaboration et procédures visant le droit de l'emploi. Beaucoup de choses. Donc, voilà, je les invite maintenant à monter sur scène et à vous présenter le sujet de leur conférence. Merci. Conférence. Alors, bonjour à tous. Très heureux d'être ici pour vous présenter cette conférence sur le congédiement administratif. On a intitulé ça « Un outil méconnu ». Je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui ont déjà participé soit à un congédiement administratif ou à un processus de nature administrative. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu familiers avec le concept? Oui. Alors, on a certaines notions à vous proposer. Vous aurez vu aussi qu'à la toute fin, on a inséré une petite primaire là, sur le projet de loi 176 qui sera peut-être adopté concernant les modifications à la loi sur les normes du travail. Je comprends qu'il reste 14 jours de séance parlementaire pour débattre et adopter le projet de loi. On verra si c'est adopté dans les temps, mais on a pensé, vous proposer là, les paramètres les plus importants. Alors, voilà un peu le menu pour aujourd'hui. Pourquoi on en parle? On est tous d'accord pour dire que le congédiement disciplinaire, je pense, prend une proportion plus grande quand on regarde les causes de fin d'emploi. Et je pense que la majorité d'entre vous est à l'aise avec ces notions-là. Au niveau administratif, ce ne sont pas les mêmes paramètres qui vont s'appliquer. Vous avez peut-être déjà regardé un dossier en vous disant j'ai commencé un dossier sur une base disciplinaire, mais là, finalement, j'arrive à ma conclusion, ça ne marche pas, j'ai fait une progression de sanctions, ça ne semble pas compatible. Effectivement, disciplinaire et administratif, ça prend deux chemins qui sont différents. Alors, le but, c'est de vous donner des outils, des illustrations pour que vous puissiez reconnaître à l'avance ce qui pourrait ressembler à un congédiement. Le congédiement, c'est la résultante. Mais quand on regarde les faits qui se développent, la situation telle qu'elle est, il faut pouvoir les identifier puis regarder vers quel chemin, finalement, on va s'orienter. Donc, j'ai déjà dit, il y a deux types principaux de congédiement. Ce qui est important, encore une fois, c'est de les distinguer. Ce qu'on a comme outil principal pour distinguer le disciplinaire de l'administratif, c'est quand on regarde les gestes et les manquements ou la faute qu'on allègue à tout le moins, si on peut y associer une intention de la part du salarié. Alors, très simplement, quand on regarde, mon exemple typique, c'est toujours les fameux retards où les gens sont incapables de mettre leur cadran, de prendre le bon autobus ou de gonfler leurs pneus pour arriver à l'heure au travail. Bien, manifestement, l'employé a une forme d'intention qu'on tentera de corriger par le biais de mesures disciplinaires. On va tenter de le punir dans le but d'amener une modification à son comportement, puis manifestement, souvent, ça fonctionne. Et là, on y va avec un avis verbal, l'avis écrit. On se dit peut-être qu'en lui coupant son salaire, il va comprendre qu'il faut qu'il se lève à l'heure. Alors ça c'est le chemin classique. Quand on regarde, et je prends un exemple parmi d'autres, l'incompétence. L'incompétence, déjà là, on se dit, l'intention de l'employé, souvent, il est de bonne foi, il essaie de bien faire son travail, là, quand on a quelqu'un de motivé, mais
ça fonctionne juste pas. Comment je peux arriver à traiter ça? Donc, l'intention, quand on l'examine attentivement, peut nous aider à aller à gauche ou à droite, à savoir on va au disciplinaire ou au niveau de l'administratif. Alors, ce qu'on résume ici, quand on regarde l'attitude d'un employé, on se dit, est-ce que je suis dans un cadre non disciplinaire? Encore une fois, l'employé est plus ou moins responsable de son action, de son inaction aussi. Ou quand je suis dans le disciplinaire, est-ce que là, je peux y associer une faute qui est plus intentionnelle? Puis évidemment, par une mesure disciplinaire, l'intention punitive, on peut arriver à modifier le comportement. Alors, on va, ma collègue Katie Oulian va discuter avec vous et j'enchaînerai plus tard sur des exemples pour bien illustrer cette notion-là. Et je pense qu'à la suite de ces exemples-là, vous allez comprendre encore un peu mieux ce qu'est le congédiement administratif. Je te laisse ici. Oh, merci. Alors, il est important de parler des exemples de congédiement administratif parce qu'il y a des obligations différentes pour l'employeur selon les circonstances dans chaque cas. Alors, on va vous donner quelques exemples. Le premier exemple de congédiement administratif dont nous parlerons est celui pour l'incompétence. C'est un peu trop proche. Par exemple, l'employé dans cette photo qui a mal peinturé le mot school à school. Peut-être pas, ça ne mérite pas un congédiement, mais examinez son dossier. Alors, il est important de distinguer deux types d'incompétence. Une incompétence involontaire et une incompétence négligente. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est l'incompétence dite involontaire. Cela fait référence à un employé qui, sans faute ou action délibérée, n'est simplement pas en mesure de remplir adéquatement les exigences ou les responsabilités de son poste de travail. Une incompétence négligente réfère à quelqu'un qui refuse délibérément de remplir les exigences ou responsabilités de son poste de travail. L'obligation de compétence est l'obligation selon laquelle les employés doivent fournir une prestation de travail conforme aux attentes raisonnables de l'employeur. Cela implique plusieurs éléments. Premièrement, que l'employeur établisse des attentes raisonnables et légitimes basées sur le type et niveau d'emploi. Et deuxièmement, que l'employé soit en mesure de connaître ce que sont ses attentes. Un employeur ne peut pas exiger que l'employé soit le meilleur ou le plus compétent dans son poste, seulement qu'il soit compétent tout court. Alors, on a déjà parlé un peu de cet exemple. C'est la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt de Costco Wholesale Canada Limited contre La Plante. Dans cette décision, l'employé a travaillé pour Costco comme directeur adjoint pendant 9 ans. Et a finalement été congédié pour un motif d'incompétence. Alors, l'employé a déposé une plainte pour un congédiement sans cause juste et suffisante qui a été accueillie par la Commission des relations de travail. L'employeur a demandé la révision de cette décision auprès de la Cour supérieure qui l'a jugée raisonnable et ensuite c'était porté en appel. Mon collègue Pierre Pilote a déjà parlé un peu de ces critères-là. Alors, on va juste faire le survol très rapide. Alors, le cours d'appel a établi les critères que les employeurs doivent suivre afin de congédier un employé pour un motif d'incompétence. Et les critères sont les suivantes. Que le salarié doit connaître les politiques de l'entreprise et les attentes fixées par l'employeur à son égard. Que ces lacunes doivent lui être signalées. Qu'il a obtenu le support nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs, qu'il a bénéficié d'une délai raisonnable pour s'ajuster et s'améliorer, et qu'il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d'amélioration de sa part. Dans cette décision de Costco, l'employeur n'a pas rempli tous les critères nécessaires. En fait, il n'a pas donné à l'employé le soutien et le temps nécessaire pour s'améliorer. Donc, le congédiement a été annulé et Costco a été ordonné de lui payer une indemnité. Comme notre collègue Maître Pilote a mentionné, il y a une décision récente en cas civique qui, sans réitérer tous les détails qui étaient déjà donnés, semble atténuer
ou ajouter des critères qui sont établis dans cette décision de principe de Costco. Selon Kativik, l'employeur a une autre obligation de tenter de placer l'employé dans une position différente dans laquelle il est plus compétente. Comme indiqué, cette décision a fait l'objet d'un appel et nous attendons donc une décision définitive à cet égard. Cela nous amène à notre deuxième exemple de congédiement administratif pour incapacité physique ou psychologique. Ici, nous parlons généralement d'une situation dans laquelle un employé est en congé d'invalidité de longue durée. Selon la jurisprudence, il n'existe aucun droit automatique au congédiement. L'employeur a toujours l'obligation d'accommodement jusqu'au point de contrainte excessive. L'obligation d'accommodement imposée à l'employeur fait en sorte que l'employeur doit s'assurer que le travailleur n'est pas en mesure de fournir une prestation de travail régulière dans un avenir raisonnablement prévisible avant de prendre une action comme le congédiement. Alors, comme exemple, on a la décision de 2010 de Gorcy et Association des parents de l'enfance de difficultés de la Rive-Sud. Alors, l'employée a été embauchée en 2000 comme intervenante auprès de l'employeur qui est un organisme à but non lucratif. En 2006, l'employé a produit un certificat médical qui confirme un arrêt de travail pour cause de dépression majeure. L'employé a continué de fournir des certificats médicaux successifs à l'employeur jusqu'à juin 2007. Et en 2008, soit 2 ans plus tard, l'employé n'était toujours pas apte à retourner au travail. Elle a même confirmé ça à son employeur dans une conversation téléphonique. Alors, l'employeur a pris la décision de lui congédier administrativement en décembre de 2008. Bien évidemment, l'employée a déposé une plainte dans laquelle elle allègue avoir été congédiée sans cause juste et suffisante. Et c'est le fardeau de l'employeur dans cette situation de démontrer qu'il a effectué ce congédiement pour une cause juste et suffisante. La cause invoquée ici dans ce cas était de nature administrative, soit que l'employé avait une longue période d'invalidité et l'impossibilité d'un retour dans un avenir prévisible. Finalement, à l'audience, le congédiement a été maintenu pour les raisons suivantes. Oups. Voilà. Compte tenu de la nature des fonctions de l'employé et la taille de l'organisme, qui était très petit, seulement 8 employés, l'employeur ne pouvait adopter des mesures d'accommodement nécessaires pour cet employé. Et également le maintien du lien d'emploi sur une telle période, soit les 2 ans entre 2006 et 2008, était en soi une forme d'accommodement. De plus, l'employé n'a pas aidé à la recherche d'une forme d'accommodement raisonnable, autre que le maintien de son lien d'emploi. Donc, c'était décidé que l'employeur a satisfait à son obligation d'accommodement et dans ce contexte, de laisser l'employé à l'emploi était une contrainte excessive, compte tenu qu'elle ne pouvait pas travailler dans un avenir prévisible. Prochain exemple. Prochain exemple. Prochain exemple, donc, sur l'absentéisme chronique à distinguer de l'absentéisme, disons, qui est moins excessif ou qui est plus sporadique, qui se traite, tantôt on l'a déjà dit, par voie disciplinaire. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on a quelqu'un qui n'est à peu près jamais présent au travail? On va souvent le traiter dans la catégorie de l'absentéisme excessif. Et au niveau du fardeau qu'on aura, puis on voit une décision sur cet aspect dans quelques secondes, on devrait établir que le taux d'absence de notre salarié fautif, lorsqu'on le compare au taux d'absence moyen dans l'entreprise, il y a un écart considérable. On doit établir que manifestement, à la lumière de la problématique, qui est souvent médicale, l'employé a peu de chances de fournir une prestation normale et régulière dans un avenir relativement rapproché. Et puis évidemment, la question de l'accommodement, on n'y échappe jamais,
Mais souvent, quand on est rendu là, on a à peu près fait tout ce qu'on pouvait de possible et imaginable pour permettre à l'employé d'arriver plus tôt, partir plus tard, etc., dans la mesure où on est conscient de cette obligation d'accommodement. Alors, on va, et je vous invite à le faire, jouer un peu aux décideurs. Dans cette décision-là du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, dans le dossier de M. Prévost, on a un employé qui a quand même beaucoup de services continus. Quand on se place en 2003, où on remarque un niveau élevé d'absence, on a quelqu'un qui a quand même fait partie de la famille depuis longtemps. Mais en 2003, on remarque une problématique importante d'absence. Et en 2003, son taux d'absentéisme est de 50 on prend certaines mesures, on tente de l'accommoder. Et là, je fais un survol de son taux d'absentéisme. En 2004, on est à 54 %. En 2005, à 38 %. En 2006, à 29 %. Et entre 2007 à 2009, il est mis en preuve que monsieur a plusieurs longues absences répétées, qui revient toujours au travail, mais qui repart toujours en absence maladie. Et les raisons qui sont identifiées, mises en preuve, on a une problématique médicale, on a une condition physique, une condition psychologique. Il y a aussi à une reprise, monsieur s'est absenté pendant une semaine parce qu'il a eu une ecchymose au bras à la suite d'une prise de sang. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, on regardait l'ensemble du dossier d'absentéisme et on a fait un constat, parce que ce n'est pas encore une fois une sanction, c'est un constat. Monsieur est pas mal incapable de fournir une prestation de travail, d'être au travail, puis de continuer à effectuer ces tâches-là. Et on a pris la décision de mettre un terme à son emploi sur ce motif. Ce qui était, je pense, un élément important à noter, puis difficile pour la partie patronale, c'était que l'employé, lui, a mis en preuve qu'au moment du congédiement, il était parfaitement capable de faire ses tâches et, effectivement, l'arbitre retient que c'est vrai, au moment du congédiement, qu'est-ce que c'est bizarre, il est capable de faire son travail. La partie patronale a dit oui, mais ça ne devrait pas être un obstacle à votre décision. Vous ne regardez pas les 3 prochains mois ou les 4 prochaines semaines, vous devez regarder le passé. Puis l'arbitre, effectivement, a dit, ben oui, effectivement, je regarde les 7 dernières années. Et là, je voulais vous poser la question, les meilleurs mathématiciens dans la salle auraient tout de suite calculé le taux d'absence, qui était, selon les données qu'on a fournies, mais qui frôlait les 40-41 %. L'arbitre regarde ce taux d'absence-là et se dit, c'est quand même important à sa face même. Important n'est pas le bon mot, c'est excessif. C'est comme ça qu'elle l'a qualifié. Donc, le premier fardeau avait été rempli. Ensuite, on regardait si monsieur pouvait, dans un futur rapproché, non seulement revenir au travail, mais fournir une prestation de travail. C'est un peu ça le critère. Vous vous souvenez que le Code civil dit qu'un contrat de travail, c'est l'engagement d'un salarié à fournir une prestation de travail. Bien, il doit la fournir de façon constante, de façon diligente et régulière, et non pas toujours l'interrompre. Alors, sur cette base-là, le deuxième critère a été rencontré et monsieur n'a pas pu fournir et confirmer à l'arbitre et faire la démonstration qu'il avait ce qu'il fallait pour continuer à occuper son poste et à arrêter finalement de s'absenter. Donc, le congédiement a été maintenu. Si vous prenez une note sur ce que je suis en train de dire, ce qui est important de retenir, c'est que dans les lettres de fin d'emploi, vous n'allez pas pointer que la cause de la fin d'emploi, c'est la condition médicale. On ne veut pas s'acheter des problèmes. On veut expliquer que la cause de la fin d'emploi, c'est l'incapacité à fournir une prestation de travail, de façon à s'éviter tout le débat relatif aux chartes. Alors, je laisse ma collègue continuer avec le dernier exemple. Alors, ça nous amène à notre dernier exemple, l'incapacité de remplir les exigences du poste. Ce que nous entendons par là fait référence à un employé qui, pour une raison quelconque, n'est plus en mesure de remplir son rôle. Un excellent exemple de ceci est le cas d'un employé en prison en raison d'une condamnation pénale. Un employé ne peut pas aller au travail et encore moins remplir ses fonctions de travail de sa cellule de prison.
Alors, par conséquent, l'employeur peut généralement le congédier pour un motif administratif. On a une décision récente de Girard et Hyman Transport de 2017 comme exemple. Alors, dans cette décision, l'employeur est une entreprise de camionnage ayant une seule cliente principale, Canadian Pacific Railway ou CP. La plus grande part des activités de l'employeur est de prendre les livraisons à la cour de triage du CP et de les livrer aux clients. À cause du fait que les employés circulent sur les lieux du CP, ils doivent respecter les règles de sécurité rigoureuses imposées par le CP. L'employé en question, ici, avait quelques antécédents d'infraction aux règles de la sécurité du CP déjà à son dossier. En fait, il avait déjà 2 suspensions antérieures du site du CP. Une première suspension d'1 jour pour ne pas avoir porté ses lunettes de sécurité et une deuxième suspension de 3 mois pour l'utilisation de son cellulaire pendant qu'il conduisait son camion sur le site du CP. Son employeur l'avait accommodé pendant sa suspension de 3 mois. L'accommodement consistait dans un autre conducteur qui recevait la livraison du CP sur le site du CP et la ramenait au site de l'employeur, alors que l'employé en question pouvait le livrer à partir de là. En juillet 2015, l'employé a été surpris par une représentante de CP pendant qu'il ne portait pas ses lunettes de sécurité encore. Ses bottes n'étaient pas lacées et sa veste de sécurité n'était pas bouclée, le tout constituant des infractions aux règles de sécurité. Alors, en conséquence, la direction de la site de CP a décidé d'interdire à vie l'employé d'avoir accès au site du CP. Par conséquent, parce que l'employé n'était plus en mesure d'accéder à la propriété du CP, l'employeur l'a congédié administrativement parce qu'il ne pouvait plus fournir une prestation de travail. Bien évidemment, l'employé a porté plainte contre son congédiement et il a été démontré lors de l'audience qu'il serait impossible ou extrêmement coûteux pour l'employeur en termes de temps et d'efficacité d'accommoder cet employé qui ne pouvait plus accéder au site de leur seul client CP. Et cela a été démontré notamment par les complications déjà constatées par l'employeur lors de l'accommodement du salarié pendant son suspension de 3 mois du site du CP. Alors, le congédiement administratif a été maintenu. Dans un autre exemple très intéressant, l'entreprise en question est une entreprise de camionnage qui livre au Canada et aux États-Unis. Ça, c'est une décision qui date de 2012, Association des chauffeurs de transport coûteux. Et l'employé en question a été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle il a obtenu un pardon ici au Canada, mais qui lui interdit d'entrer quand même aux États-Unis. L'employeur a modifié pour des raisons opérationnelles les itinéraires de longue distance pour inclure des allers-retours aux États-Unis. Puisque l'employé ne peut ni entrer ni circuler sur le territoire américain, il ne remplit plus les exigences pour effectuer la tâche de chauffeur de camion. Alors, il a été congédié administrativement par l'employeur et l'employé a porté une greffe à l'égard de ce congédiement. L'arbitre a décidé que l'employeur n'a pas fait preuve de discrimination envers l'employé lors du réaménagement des routes de transport et il n'est pas tenu de tracer une route sur mesure pour l'employé comme forme d'accommodement. Cela implique une contrainte excessive à l'employeur. En conséquence, le congédiement administratif a été maintenu par l'arbitre. Oh. Prochain next. Alors, le rôle du décideur, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En introduction, je parlais de cette progression-là des sanctions qui s'appliquent, vous aurez compris, en matière disciplinaire. En matière administrative, souvent c'est un indice peut-être qui nous laisse réaliser que finalement on n'a pas pris le bon chemin, mais c'est un peu incompatible avec l'idée. La progression des sanctions vise à punir l'employé pour qu'il adopte un comportement qu'on va juger plus convenable. On espère qu'il va s'amender. Ça ne sert à rien d'utiliser cette progression-là quand on est dans un cadre administratif.
C'est, encore une fois, tantôt on parlait de l'intention. Est-ce qu'on peut bien l'identifier pour déterminer quel chemin on va prendre? Notre fardeau comme employeur, quand on regarde ce dossier-là, un dossier de nature plus administrative, c'est de bien recueillir les faits, de bien les comprendre, de s'assurer qu'on a regardé ce qui se faisait antérieurement dans l'entreprise. Si, par exemple, on dit, je sais pas, on a l'entreprise, les vendeurs sont sur la route, ils doivent manifestement détenir un permis de conduire pour pouvoir livrer dans certains territoires, vendre, rencontrer des clients. Manifestement, c'est une exigence du poste de détenir un permis de conduire valide. Puis on dit à Pierre, ben écoute, ça fait la 3e infraction, tu as trop bu en fin de semaine, tu m'as dit ça, tu as été transparent, tout ça, je comprends, mais ton permis est suspendu pendant 90 jours. C'est un peu dépendant de sa volonté à Pierre, là, mais puis moi, je ne suis pas responsable comme employeur, mais ce que je vais faire quand je vais traiter ce dossier-là, ça va être de m'assurer d'avoir les bons faits, de comprendre la durée de la suspension et ensuite de dire qu'est-ce que je fais avec ça. On ne va pas sanctionner sur une base disciplinaire si la faute a été commise durant la fin de semaine quand il a pris un verre de trop. C'est pas ça l'esprit de la situation. Alors, on recueille nos faits et on prend l'action qui s'impose. Le décideur, parce qu'évidemment, vous vous doutez que les décisions risquent d'être contestées, en matière d'arbitrage de grief, puis dans les autres situations aussi, là, mais le rôle d'un décideur saisi d'un dossier de cette nature-là est assez limité. Ils ont un peu les mains liées. L'arbitre de grief ne peut que confirmer le congédiement ou tout simplement l'annuler. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais il ne peut pas recommencer le processus et se dire que finalement, il n'aurait peut-être pas pris cette décision-là, comme en matière disciplinaire où on peut voir des suspensions transformées en suspensions plus courtes ou des congédiements transformés en suspensions. Alors, l'arbitre de grief a les mains un peu attachées, puis même les tribunaux administratifs, le TAT par exemple, traitent le congédiement administratif de la même façon. Ce qu'on a, par contre, comme fardeau, après avoir établi que Pierre, manifestement, a un permis de conduire qui est invalide, après avoir regardé la description de tâches de Pierre, puis dire, oui, effectivement, il savait quand il est embauché. De toute façon, il a travaillé, ça fait longtemps pour nous, puis il sait qu'il doit conduire régulièrement. C'est d'établir qu'on traite Pierre de la même façon, c'est-à-dire de bonne foi, sans discrimination, qu'on ne fait pas d'équité à son égard. Ce qu'on a indiqué ici au niveau de la discrimination, évidemment, c'est la discrimination des chartes, ça va de soi, mais quand on est face à une situation plus administrative, les tribunaux vont regarder aussi dans le passé, encore une fois, comment on a traité la situation de Pierre. Et si, 6 mois avant la situation de Pierre, on a permis à Luc, lui, de prendre le congé sans solde, de faire un voyage, puis de revenir dans les 90 jours, puis lui, il a eu son break, puis on ne l'a pas donné à d'autres, bien, ça peut être un élément qui va être tenu en considération, qui pourrait déguiser une certaine mauvaise foi, ou qui pourrait être vu comme une forme de discrimination plus administrative. Alors, c'est important, la décision vous appartient toujours, après avoir, encore une fois, pris les faits de façon convenable, mais c'est important de traiter les employés de la même façon pour ne pas ouvrir des portes plus loin, dans la mesure où il y a un débat juridique qui s'engage. Alors, ce qu'il faut retenir rapidement, bien, encore une fois, on fait la distinction entre les 2 types de congédiement. C'est une bonne nouvelle, on ne se badre pas sur la progression de sanctions, c'est plus rapide comme processus. Et on traite nos gens de bonne foi pour ne pas se faire accuser de ne pas avoir traité Pitou comme on a traité Minou. Le prochain thème qu'on aborde, le projet de loi, je vais laisser ma collègue Katie vous entretenir des dispositions qui traitent la conciliation travail-famille, puis je reviens ensuite pour discuter de 2 autres points importants. Voilà. Merci. Alors, le titre de le projet de loi révèle pour essentiel son objectif, ce qui est de faciliter la conciliation famille-travail, et ce qu'il réalise grâce à une variété de modifications et ajouts aux lois sur les normes de travail. Comme exemple, présentement, un employé a seulement droit à 2 semaines de vacances annuelles jusqu'à ce qu'il atteigne 5 années de service, à partir desquelles il obtient le droit à 3 semaines de vacances.
le projet de loi propose la diminution des années de service à 3 ans afin de bénéficier de 3 semaines de vacances. De plus, le projet de loi permettra aux salariés de refuser de travailler s'ils n'ont pas été informés au moins 5 jours à l'avance de leur obligation de se présenter au travail. À l'heure actuelle, il n'y a aucun préavis minimum n'est exigé pour informer les salariés de leur horaire du travail. De plus, dans les modifications proposées, les employeurs et les salariés pourront étaler les heures de travail autrement que sur une base hebdomadaire, sans devoir obtenir le consentement ou l'autorisation de la commission pour le faire. Quant aux absences, sous le projet de loi, les absences pour cause de maladie, de don d'organes ou de tissus aux fins de transplantation, d'accidents ou d'actes criminels, maintenant va être élargir pour englober les absences liées à la violence conjugale. De plus, les employés ne doivent pas justifier 3 mois de service avant d'en bénéficier, ce qui est une obligation actuellement. Enfin, les 2 premiers jours d'une telle absence sont payés, mais seulement si l'employé a 3 mois de service. Pour ce qui est des absences pour obligation familiale, comme les absences pour une cause de maladie, les 2 premiers jours d'une telle absence sont payés après 3 mois de service. Mais ils sont cumulatifs avec les 2 jours d'absence pour maladie. Alors, c'est soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas 4 jours au total. Finalement, la catégorie des personnes en faveur desquelles le salarié a des obligations familiales s'éteindrait à une personne pour laquelle il agit comme proche aidant. Cela pour englober plusieurs autres membres de la famille actuellement exclus, comme les tantes, les oncles, les cousins, les nièces, les neveux. Il y a aussi des modifications aux notions de harcèlement. Le projet de loi comprend une nouvelle exigence que les employeurs doivent adopter et rendre disponible pour leurs salariés une politique de prévention de harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Même si plusieurs employeurs ont déjà une telle politique, et en fait, c'est fort encouragé d'avoir une, le projet de loi le rend obligatoire. Également, le projet de loi établit que le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Ça, c'était le cas depuis de nombreuses années et le législateur ne fait qu'intégrer ça dans la loi. Alors, il y a également des modifications importantes, nouvelles à la loi sur les normes du travail concernant les agences de placement et de recrutement. C'est évidemment, il y a plusieurs lobbies qui se sont mis ensemble pour dénoncer le fait qu'il y avait une certaine forme de difficulté à encadrer les agences de placement et de recrutement. Alors, ce sont de nouvelles dispositions, ça n'existait pas avant, ça existait à l'extérieur du Québec. On est un peu les derniers au Canada à tenter d'encadrer l'exercice du travail de ces gens-là, des agences. Alors, la première obligation, ce sera de détenir un permis pour exercer. On ne sait pas encore exactement ça va être quoi, mais on sait que ça va être la SNES qui va émettre probablement le permis pour opérer. On demande également aux entreprises clientes, donc les clients des agences de recrutement, de bien s'informer, de s'assurer de faire affaire avec une entreprise qui détient un permis valide. Donc, on ne pourra pas jouer à l'autruche et dire « on ne le savait pas ». Le projet de loi va vraiment une étape plus loin en ordonnant une certaine forme de responsabilité entre l'agence de placement et l'entreprise cliente au niveau de toutes les obligations pécuniaires qui découlent de la loi. Donc, salaire, jours fériés, les vacances, les heures supplémentaires, tout ce qui est pécunier. Maintenant, si on se met dans la peau d'un employé qui prétend ne pas avoir reçu sa fameuse paie de vacances, ben maintenant, il peut uniquement, aujourd'hui, il peut uniquement se diriger vers son employeur. Si le projet de loi est adopté, il va pouvoir se tourner vers l'employeur, l'entreprise cliente ou l'agence de recrutement et réclamer le paiement de son salaire. Alors, ce ne sera plus à lui de dire
c'est qui mon employeur, parce que présentement, c'est comme ça qu'on va identifier. Il y a des super critères de la Cour suprême qui vont nous permettre d'établir qui est le véritable employeur d'un salarié. Si le projet de loi, encore une fois, est adopté, ces critères-là vont être un peu mis de côté dans l'analyse de cette plainte pécuniaire-là, et l'employé pourra se tourner vers un ou vers l'autre pour réclamer son dû. Un autre changement plus significatif qui venait entre autres de plusieurs syndicats qui le réclamaient depuis longtemps, c'est la fin des clauses de disparité de traitement eu égard au régime de retraite et aux avantages sociaux. Donc, on ne pourra plus avoir des régimes distincts uniquement en fonction de la date d'embauche. Ça devra être le même salaire qui est versé à tout le monde. Et je pense que tantôt, j'avais, juste avant d'arriver ici, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu le même principe qui va s'appliquer aussi aux agences de recrutement dans la mesure où on ne pourra plus dire à un salarié, bien, toi, tu viens de l'agence, mais tu fais le même travail que les autres, donc on va te payer moins. Ce sera dorénavant interdit de façon à ce qu'il y ait une amalgamation. Évidemment, on pourra toujours distinguer les taux de salaire en fonction de l'expérience, de la formation, les habiletés, ça ne changera pas, mais uniquement parce que quelqu'un vient de l'externe et s'en vient travailler avec les employés, ça ne sera plus permis. Alors, ce qu'il faut retenir sur cet aspect-là, bien, projet, manifestement, elle n'est pas encore en vigueur. Tantôt, je disais qu'il reste à peu près 14 jours de travaux intenses, j'imagine. On saura prochainement, probablement vers la mi-juin, si le projet passe. Et il y aura probablement des amendements qu'on pourra vous faire part par le biais de nos fameux courriels qu'on peut envoyer. Et que le projet de loi avait encore deux objectifs, donc permettre de faciliter la conciliation travail-famille, Katie Houlihan vous en a parlé, et pour ceux que ça intéresse les agences de placement et pour ceux qui sont à la fois qui sont propriétaires ou qui travaillent dans l'agence, mais ceux qui font appel à ces travailleurs-là, il y a quand même des obligations importantes qu'on doit connaître. Alors, on reste disponible si vous avez des questions.